commencer par exprimer le sentiment de bonheur et de réjouissance de se retrouver. J'ai le souvenir des retrouvailles des rencontres professionnelles de la FEMS à Bordeaux, qui étaient les premières en présentiel après la crise du Covid, et de dire qu'à chaque fois qu'on peut se retrouver nombreux et nombreuses en faisant pour certains d'entre vous des heures de voyage, c'est toujours très fort de se retrouver ensemble pour partager ces réflexions. Et il y a aussi quelque chose d'assez symbolique de se retrouver 20 ans, et ce sont les 20e rencontres professionnelles de la FEMS, 20 ans plus tard, après les premières qui ont eu lieu ici même. Marc, tu étais directeur de l'économie à ce moment-là, et puis la présidente de la FEMS de l'époque, Julie, venait de succéder l'année précédente. Elle-même, alors malheureusement elle n'est pas là pour m'écouter, mais je vous raconterai après. Elle est bien présente dans les murs, mais elle a pu venir aujourd'hui représenter le service des musées de France. Et donc on se trouve, je pense, à 4 présidents, ou 3 anciens présidents, parce que Céline est évidemment ici, à l'écomusée de la Baignoire, 20 ans après. Donc il y a vraiment, et quand on comprend, quand on voit ce qui s'est passé, la découverte du Central hier soir, la visite de l'écomusée ce matin, le discours de Marc, on comprend qu'on n'est pas ici par hasard. Donc c'est important, d'autant plus important qu'il y a maintenant 1 an ou 2 ans peut-être, et un peu plus, la FEMS et son conseil d'administration a formé le projet de s'engager plus fortement dans les questions écologiques, même si elles étaient portées individuellement par beaucoup d'entre vous, dans chacun de vos établissements. Mais l'idée de reprendre conscience, de se ressaisir de cette question de façon plus collective, à l'échelle du réseau, simplement en reprenant conscience du fait que la problématique écologique, environnementale, fait pleinement partie. On a pu dire qu'elle était consubstantielle à la FEMS, qu'elle fait partie de l'ADN, on peut dire aussi ça comme ça, à la fois de la fédération et des établissements et des valeurs qu'ils portent. Et donc le projet, c'était de dire, ça n'est pas un sujet comme un autre, on ne va pas en faire une thématique ponctuelle d'une rencontre professionnelle, qui serait celle de cette année, mais on va essayer de s'engager de façon plus forte, plus durable, sur une durée plus longue. On a parlé de 3 ans, mais en même temps, comment peut-on penser que dans 3 ans, on pourra passer à autre chose? Il y aura peut-être d'autres thématiques, mais on sent bien qu'il y a une nécessité absolue de s'emparer de ce sujet et de le faire à la manière de la FEMS, de manière collective. Et donc, c'est pour cela qu'on a commencé à proposer une organisation en forme de cycle, triennal pour l'instant, dont les rencontres de cette année sont le premier épisode. Il y en aura d'autres, au moins 2 autres. On n'a pas encore les lieux précis, sans doute en Bretagne, en Franche-Comté. C'est une piste, mais les discussions qui ont commencé ne sont pas encore assez précises pour qu'on puisse faire des effets d'annonce, mais enfin, on va continuer à se promener un peu partout en France et à aller dans des endroits importants pour continuer à réfléchir ensemble. Donc s'engager plus fortement, s'inscrire dans une durée plus longue, faire ensemble. Parce que l'enjeu, bien sûr, de ces rencontres, c'est au-delà de ce que chacun, chacune peut essayer de faire là où il est. Il s'agit de réfléchir plus fortement, plus complètement à des enjeux qui, alors il y en a nombreux, on pourrait l'expliquer de cette manière, réfléchir à la responsabilité spécifique des écomusées, des musées de société réunis en réseau face aux enjeux écologiques, la question climatique, la question de biodiversité, la question d'évolution, la question des déchets. Comment relier plus étroitement les valeurs, les méthodes muséologiques, les méthodes de la muséologie sociale à ces enjeux. Et puis, peut-être, évidemment, tout ça est bien lié, je t'ai exprimé aussi de cette manière-là, comment se confronter de façon encore plus lucide à la gravité et à l'urgence de la situation. J'oubliais, je reviens un peu en arrière sur la question de ces rencontres. Il y a la question de la durée, mais il y a aussi la question de l'action. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et c'est pour cela que les membres du comité de pilotage que je remercie ici
Alors j'ai pas tous les noms en tête, mais vous êtes tous et toutes là, à travailler vraiment dans cet esprit-là, faire en sorte que le programme des rencontres, comme vous avez pu le voir, est moins centré qu'habituellement sur des présentations, des conférences, des tables rondes. Il y aura bien sûr des interventions, des partages d'expériences, mais aussi sur l'atelier, la production, et à la clé, avec aussi les étudiants et étudiantes qui sont avec nous, de sortir de ces premières rencontres sur le sujet avec déjà des éléments de réponse, en tout cas des éléments d'action. Vous parlez d'un manifeste, on peut mettre en forme aussi quelque chose qui va nous soutenir, parce que l'enjeu c'est quand même de trouver ensemble des ressources pour se mobiliser. Et donc dans cet esprit-là, Serge a beaucoup insisté hier sur la question de l'approfondissement, de la sensibilisation et de la conscientisation sur ces enjeux, s'informer, se former, et avant d'agir, bien sûr, pour résister, pour tenir le choc face à l'anxiété que générait la conscientisation, il n'y a que l'action qui peut nous permettre, mais pour agir, il faut continuer à se nourrir à la fois d'informations factuelles, de réflexion, et moi ce que j'ajouterais peut-être, qui me tient à cœur aussi, et je le fais parce qu'on est encore au début de ces rencontres, et après on passe à des choses, il faut partager nos réflexions et nos propositions concrètes, mais approfondir les choses aussi sous un angle philosophique. En fait, je me rappelle pendant la période du Covid, moi ce qui me venait à l'esprit le plus souvent, quand je discutais avec des collègues face à cette situation complètement dingue qu'on a vécue, pour moi la seule réponse était la philosophie. Au sens avoir une démarche de philosophe, et au sens où, en fait, la question qui nous préoccupe, sa gravité, son urgence, elle appelle, ça on parlait d'approche holistique un peu du sujet, mais si on considère cette approche face à ce sujet nous concerne de près, pas simplement parce que nous sommes des citoyens, nous sommes des habitants de la Terre et des professionnels et des citoyens, voilà, des êtres humains, mais aussi parce que dans nos métiers, au cœur de nos approches professionnelles, on peut aussi creuser une approche plus ontologique, c'est-à-dire essayer de vraiment comprendre en profondeur le lien qu'il peut y avoir entre ces enjeux qui nous dépassent complètement, et puis la dimension qui fait le sens en fait la finalité de nos actions et de notre métier. Et de ce point de vue-là, moi je suis assez marqué, je vais vous partager parce que peut-être que certains d'entre vous ont déjà un peu lu ces travaux. Je suis assez marqué ces derniers temps par les réflexions du philosophe et sociologue, enfin c'est d'abord un philosophe allemand, Helmut Rosa, qu'on commence à bien connaître en France parce que ces travaux sont quand même assez diffusés. Il faut d'abord que ce soit traduit de l'allemand, parce que certains... tout à l'heure, je reviendrai sur un mot allemand qui cite souvent et qui me paraît important. Mais Helmut Rosa, c'est un philosophe qui, depuis maintenant une vingtaine d'années, produit beaucoup. Ses écrits sont traduits en français, un peu retard par rapport aux éditions allemandes, mais c'est un philosophe aussi qui est très influencé par la sociologie, donc qui fait de théories critiques des pratiques, et très, très marqué par les questions des sociologues. Et en fait, finalement, on arrive à des concepts très faciles à appréhender et qu'on peut assez facilement aussi, il me semble, mettre en rapport avec nos problématiques professionnelles et les questions muséales. Le premier grand concept qu'il a développé, Serge a employé le mot en termes d'intervention hier, c'est l'accélération. C'est le titre même de son premier livre, premier gros travail sur l'accélération. Et l'accélération, c'est vraiment intéressant parce que c'est l'idée que le monde dans lequel on vit ne tient sa stabilité qu'à la condition d'accélérer en permanence. En fait, sinon il s'écroule. S'il n'accélère pas, s'il n'appuie pas sur la pédale d'accélérateur, il s'écroule. Donc on ne peut pas. Il y a un petit livre qu'il a publié, Helmut Rosa, qui est dans la préface, c'est signé Charles Taylor, qui est un philosophe canadien qui l'a beaucoup influencé aussi. Et Charles Taylor a une image assez intéressante. Il dit comment on peut faire quand on est monté sur un cheval qui avance
à vive allure comme on peut descendre du cheval, quand le cheval est lancé au galop. Et il accélère en plus en permanence. Et donc, Arnould Rosa développe ce concept d'accélération. Et avec l'accélération, pour moi, le lien qu'on peut faire dans l'accélération, c'est, alors bien sûr, c'est lié, même s'il utilise assez rarement, il fait assez rarement référence explicitement au capitalisme, mais on le sent entre les lignes. Cette question de l'accélération, elle est liée à la question de l'accumulation. Et je vous avais peut-être lu dans la lettre de l'OCIM, je salue Isabelle Notaris, la directrice de l'OCIM, qui se présentera tout à l'heure en début d'après-midi. Dans la lettre de l'OCIM en 2021, il y a un article très intéressant de Serge Latouche, qui est un économiste français, économiste de la décroissance, qui s'interroge, c'est pas un spécialiste des musées, mais il s'interroge sur le musée et décroissance. Et je vous cite une petite phrase que vous pouvez relire dans la lettre de l'OCIM si vous ne l'avez pas déjà fait. Quelle place pour les musées et pour quel musée dans une société décroissante? Une société post-croissance serait sans doute portée à tempérer l'obsession accumulatrice et conservatrice paradoxale de nos sociétés. Cette pulsion, on parle de pulsion, cette pulsion, en effet, est à la fois conforme en un certain sens à l'éthos capitaliste, mais dans une sphère que la logique marchande s'efforce de détruire et stimuler en réaction contre le présentisme de la société de marché qui s'efforce d'abolir tout rapport au passé. Donc en fait, ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, on voit bien qu'on est dans un mouvement mondial d'accélération de la société industrielle qui traduit dans le monde des musées une sorte de fièvre d'accumulation qui finalement colle bien avec cette idée de sans fin, en fait. Donc moi, ça m'a frappé de me dire, mais oui, la définition de capitalisme, c'est le fait qu'il n'y a pas de fin. Le monde sans fin, qui est le monde dessiné de Jean Covici et Christophe Blain, il n'y a pas de fin. On accélère et on ne s'arrête jamais, finalement. Il n'en aura jamais assez. Et donc, en fait, comment ne pas voir, évidemment, le rapprochement avec cette question de la collection. Et donc, en fait, la réponse, quelle réponse on peut donner à ça? Alors, on pourrait se dire décroissance, accélération, on freine, on décélère. Et ce que Arnould Rosa a apporté comme réponse, donc deuxième concept qu'il développe dans un livre qui a sorti il y a quelques années, c'est donc pas la décélération ou le freinage, mais c'est ce qu'il appelle la résonance. Et ça aussi, c'est assez fort, la résonance, parce que c'est une invitation, c'est l'idée qu'on est appelé à essayer de raisonner. Alors, l'image qu'il donne régulièrement, parce qu'il vient de la forêt noire, Arnould Rosa, c'est la promenade en forêt. C'est-à-dire comment, en fait, on peut se laisser... il décompose la résonance en plusieurs éléments. Il y a d'abord le fait d'être affecté, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des... Alors, prenons une exposition, on présente un objet qui va affecter quelqu'un. Ensuite, il y a un moment d'émotion, la personne va être touchée par quelque chose qui va l'affecter, mais il va réagir, il va avoir une capacité à intervenir, potentiellement. Et ensuite, ça va produire un effet de transformation. Et ensuite, j'ai conscience qu'en évoquant ça, c'est moi-même, vous savez, quand on parle de conscience dans la philosophie, on ne veut pas, en quelques mots, en quelques secondes, rentrer dans des notions. Mais c'est juste pour, même superficiellement, essayer de faire des parallèles avec ces notions-là et les problèmes qui nous préoccupent. Et là où je voulais en venir, parce que je veux en venir quelque part, c'est que, rassurez-vous, parce que j'ai aussi souvent de moi-même dans ce que je voulais dire, d'oublier, en pire, d'oublier même ce que je voulais dire de digression en digression. Et en fait, vous avez sans doute été peut-être surpris en voyant arriver le programme Ambition écologique sociale. Donc en fait, voilà, on se lance dans une réflexion qui a des années sur l'ambition écologique et sociale. Et de quoi on parle, de quoi on va parler pendant 2 jours? De récits et puis de relations avec les habitants. Alors, ok, écomusée, musée de société, FEMS, de Varine, Jean-Jean-Rivière, GHF. On est content, on est entre gens de bonne compagnie, on va parler de récits. Mais en fait, quel rapport avec l'écologie et la société? Je pense que moi, en faisant ce détour par la réflexion d'Arnould Rosa, j'y vois beaucoup de sens parce que pourquoi, quand on travaille sur la muséologie de société, la muséologie sociale, Marc rappelait la difficulté de faire entendre
que le rôle d'un musée, c'est d'arriver à montrer que la question du récit, le primat du récit sur la collection, c'est un discours qui est difficile encore aujourd'hui à faire entendre. Il y a quand même il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la remise en cause de l'accumulation de la collection. Et puis la résonance, moi j'y vois le lien, bien sûr, avec un autre type de rapport que le musée entend nouer avec des personnes qui ne sont pas forcément d'abord considérées comme des publics, qu'on va mettre dans des catégories, mais comme des personnes avec lesquelles on peut essayer d'entrer, si je voulais paraphraser Rosa, en résonance. Et donc, je vais terminer pour ne pas être trop long, avec une dernière notion développée plus récemment, parce que dans le travail, il fonctionne un peu comme ça, j'ai l'impression, c'est-à-dire qu'il développe des concepts, il les creuse, puis après il en a un deuxième qui vient en réponse, et puis après il avance comme ça, et une autre notion qui est très liée, qui fait un peu le lien entre cette question de l'accélération et cette question de la résonance, c'est la question de l'indisponibilité, ce qu'il appelle l'indisponibilité. C'est-à-dire que, en fait, ce qui va de pair avec la logique de l'accélération et de la difficulté à développer la résonance, l'obstacle à la résonance, c'est en fait cette idée de la modernité qui est de rendre le monde disponible. Rendre le monde disponible, alors quand on dit disponible, ça peut avoir un sens très positif, et quand on parle de rendre accessible les collections, par exemple, accessible le savoir au plus grand nombre, c'est un discours évidemment que nous portons toutes et tous. En fait, la question de la disponibilité pour Bautroza est plutôt négative, au sens où, en fait, derrière la disponibilité, il y a cette idée de rendre en permanence et de plus en plus, en accélérant, en voulant aller toujours plus loin, de rendre les choses, alors c'est une déclinaison, d'abord connaissables, ensuite accessibles, ensuite maîtrisées, puis finalement dominées. Et donc, du coup, là je pourrais rester toujours pour surfer dans des espèces de stratosphères conceptuelles, mais dont on peut voir quand même des liens extrêmement pratiques et pragmatiques avec les questions qui nous préoccupent. Là, en fait, l'enjeu, finalement, pour essayer de synthétiser, ce que je vous dis, c'est ce que j'essaie de synthétiser dans ma tête aussi, pour essayer d'y voir un peu clair et d'appuyer en fait les réflexions sur des choses qui me semblent vraiment d'ordre du fondamental. C'est ce que dit Charles Taylor, par exemple, dans sa préface à un bouquin de Rosa, c'est de comment on peut arriver à essayer de sortir de notre vision instrumentale du monde qui finalement cherche en permanence à rendre utilisables les objets, les personnes, et donc finalement arrêter de vouloir fixer, dominer les objets des personnes. Et pour ça, pour y arriver, c'est un peu ce qu'on va faire ces jours-ci. On va s'arrêter et écouter. Porter notre attention sur les relations aux autres, sur la qualité plutôt que sur la quantité, et être ouvert, et c'est ça le fondamental, ce qui est fondamental dans la résonance selon Arnold Rosa et dans l'indisponibilité, c'est se rendre, essayer d'être plus ouvert au possible, à l'imprévisibilité de ce que l'on fait, c'est-à-dire ça s'oppose à toujours vouloir enfermer nos projets dans des objectifs. Et ça rejoint, c'est ce qu'on évoque quand on parle d'habitants plutôt que de public, c'est-à-dire plutôt que de se donner des objectifs et des cibles, et bien de travailler plutôt sur la résonance et sur cet effort qui peut nous conduire à moins de prévisibilité, à plus de réciprocité. Et je reviens sur la langue d'Arnold Rosa. Il insiste sur pour ceux ou celles qui connaissent un peu l'allemand, vous savez comment on dit arrêter en allemand. C'est le verbe aufhören, qui veut dire à la fois arrêter, mais aussi tendre l'oreille. Dans l'étymologie allemande, ça veut dire tendre l'oreille, ça veut dire écouter. Et donc, en fait, pour moi, on est vraiment dans cette idée
d'arrêter l'accumulation, d'écouter les habitants, travailler sur les récits plutôt que sur la collection. Et finalement, il me semble qu'il y a une forme de convergence dans les grands penseurs qui réfléchissent sur les grands enjeux d'aujourd'hui et qui nous concernent de très près. Et il me semble que tout cela éclaire vraiment bien les rencontres que nous ouvrons aujourd'hui, qui ont déjà bien démarré. Et je nous souhaite vraiment des échanges fructueux, inspirants, et que nous puissions repartir plus forts, plus mobilisés, pour voir ensemble sur cette question de savoir jusqu'où nous sommes capables d'aller dans cette radicalité à laquelle Chomine nous appelait hier soir. Je vous remercie de votre attention.